Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu d'actualité encore une fois, on va parler du sujet brûlant de l'actu, du sujet principal du moment, c'est-à-dire le remplacement de Busquets, évidemment. Donc c'est parti, on y va. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, vous le savez, la saison prochaine, Busquets, c'est fini. L'histoire d'amour qui a duré quand même pas mal de temps entre mon petit Sergio et le Barça, c'est donc terminé. Le club est à la recherche de son remplaçant. Voilà, il y a deux principaux choix qui s'offrent à nous, on va dire. Il y a quand même pas mal de noms, il y a une liste avec pas mal de noms, pas mal de profils un peu différents qui pourraient arriver. Mais il y a deux noms qui sortent du lot, c'est les noms de Zubimendi et Amrabat. Donc on n'est pas exactement sur le même type de joueur, le même profil, mais bon, c'est les deux noms en question qui ressortent le plus. Avant de parler un peu plus en détail des deux, évidemment, on va parler de la liste qui n'est pas peut-être complète, mais la liste de joueurs qui pourraient venir au Barça aussi, des probables pistes qui sont surveillées un petit peu par le club. Donc déjà, il y a un nom qui ressort aussi, c'est le nom de Ruben Neves. Alors vous allez me demander pourquoi ce nom arrive. Je ne peux pas vous répondre, les amis, je ne comprends pas ce nom-là. Pourquoi Ruben Neves est toujours associé? Alors bon, la réponse est assez vite trouvée, c'est parce que son agent est Jorge Mendes et que le petit Jorge Mendes, il a envie de nous refourguer ses joueurs parce que Laporta, voilà, tu le connais, ils aiment bien aller au resto ensemble, tout ça, ils sont copains, donc c'est bien sympa. Jorge, pour la proposition, mais au bout d'un moment, faut arrêter les conneries parce que Laporta, il a envie de refourguer aussi le Ruben Neves à Xavi. Xavi, il a déjà refusé, enfin, apparemment, des infos qui sortent. Xavi a déjà dit plusieurs fois, je ne veux pas de Ruben Neves, frérot, je n'en veux pas, j'en ferai rien de ce joueur-là, tu vois. Il va venir faire quoi? Distribuer les oranges, tout ça à l'entraînement, il va s'asseoir sur le banc, ça ne sert à rien qu'il vienne, tu vois. Il y a pas vraiment d'intérêt d'aller prendre un joueur pour que ce gars-là ne soit pas validé par le coach et donc qu'il ne joue principalement pas de la saison, tu vois. Ça n'a aucun sens. Tout ça. Donc voilà, on sait que la relation avec Laporta, tout ça, Jorge Mendes, c'est quelque chose d'important, on va dire. C'est parce que c'est évidemment, peut-être que aller refourguer Ruben Neves, ça nous permettrait d'aller chercher peut-être Cancelo, de faciliter les choses en tout cas, de faciliter les choses pour un possible transfert de Bernardo Silva. On n'en sait rien, tu vois, en soi. Donc c'est peut-être de la politique. Évidemment, on connaît un peu les agents, tout ça. Il n'y a aucun intérêt à aller chercher Ruben Neves parce que Xavi n'en veut pas, tout simplement. Donc parmi la liste des joueurs qui pourraient remplacer Busquets, évidemment il y a les deux profil idéal pour remplacer Busquets, c'est évidemment Kimmich et Rodri, mais ce sont des joueurs qui sont à mon avis inaccessibles et c'est impossible d'aller chercher Rodri. Je pense qu'il va probablement pas rester toute sa carrière à City parce que c'est pas une équipe, il a pas d'affinité plus que ça avec City, contrairement à Kimmich qui a un peu plus d'affinité, peut-être il est allemand, tout ça, le Bayern, donc c'est un peu plus c'est peut-être un peu plus compliqué pour Kimmich, même si Kimmich pourrait avoir des envies de changer aussi, de changement, qui sait. Après Rodri, je pense qu'il va rester encore quelques années à City, mais pourquoi pas après, plus tard, on verra, mais je pense que le moment est trop compliqué là pour aller chercher un des deux de toute façon. Mais ensuite on a plusieurs noms qui sont assez intéressants que j'ai relevés moi-même. Certains ont déjà été nommés dans la liste et d'autres non. Je vais pas citer 50 noms non plus, c'est pas le sujet de la vidéo, mais évidemment il y a Ugarte, uruguayen du Sporting Lisbonne là, je crois que ça se prononce comme ça, Ugarte, un truc comme ça, et voilà, c'est un jeune milieu de terrain uruguayen, donc il y a le lien peut-être avec Araujo, tu vois, peut-être ça pourrait faciliter le truc. 23 ans si je ne m'abuse, donc c'est un profil assez intéressant, assez puissant, gros travail de récupération et très bonne technique pour se projeter tout ça vers l'avant ou pour casser des lignes, soit par la passe, soit par la technique, tu vois. Il peut s'en sortir sous pression, il a une bonne technique, en gros c'est ça que j'ai retenu un peu du joueur aussi. Bon après il y a Pierre-Emile Højbjerg de Tottenham, profil un peu plus vieux, on va dire, hein. C'est l'ancienne pépite du Bayern à l'époque de Guardiola. Quand Guardiola est arrivé au Bayern, il y avait ce gars-là qui était dans l'équipe B du Bayern, si je me trompe pas. Je trouve qu'il a un profil intéressant, un profil qui s'adapterait bien au club aussi, parce que, comme vous le savez, enfin pour ceux qui le connaissent, c'est un joueur danois, donc qui joue avec Christensen au Danemark. Donc ça aussi, le petit lien Christensen-Højbjerg, ça peut être sympa. Le Danemark qui joue un peu dans la même façon, la même philosophie que le Barça, donc ça pourrait être intéressant en termes de profil d'avoir un Højbjerg. Et après le problème c'est que il est un peu plus vieux, hein, je crois qu'il a 28 ans et c'est probable qu'il soit peut-être un peu trop cher aussi. Tottenham ils vont peut-être en demander beaucoup, on n'en sait rien après. Si on leur vend Clément Lenglet, un échange Lenglet, non, je déconne, ça n'arrivera pas. Ensuite il y a Varela, c'est un jeune argentin qui joue à Boca Juniors, c'est un profil assez similaire je trouve à Ugarte là, du Sporting Lisbonne, sauf que là voilà, le joueur a été conseillé directement par Riquelme,
qui nous conseille de le prendre pour remplacer un peu Busquets, mais c'est pas exactement le même profil, mais c'est un profil un peu similaire, comme j'ai dit, c'est un mec qui y va, mec assez agressif, qui va gratter beaucoup de ballons, beaucoup de jeux longs, il a pas de problème pour jouer long, pour distribuer, voilà, donc c'est un profil assez intéressant, une jeune pépite, je sais plus quel âge il doit avoir la vingtaine, un truc comme ça, mais voilà, là, sa valeur elle est de 10 millions, donc forcément c'est un profil qui coûte pas cher, mais c'est aussi peut-être un pari, peut-être un peu risqué, c'est un joueur qui joue pas en Europe encore, donc le temps d'adaptation, tout ça, on sait jamais avec ces joueurs-là. Après évidemment il y a Brozovic, il y a Lobotka aussi, il y a Palacios aussi du Bayer Leverkusen, il y a pas mal de monde qui pourrait rentrer dans cette liste-là, il y a plein de noms, mais je vais pas tous les faire non plus. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire le duel, le choc de titans. Zubimendi Amrabat, oui bon, s'ils se battaient sur un ring, voilà, la question ne se pose pas, mais heureusement ce n'est pas de la boxe, ce n'est pas de l'UFC, c'est du football. Donc déjà pour commencer, je valide les deux pistes, ça c'est mon avis. Évidemment j'ai des préférences sur certains des joueurs, tout ça, mais pour vous donner mon avis sur les deux pistes, est-ce qu'on doit aller chercher Amrabat ou Zubimendi, peu importe qui on va chercher, peu importe qui vient, je serai très content. Voilà, ça c'est mon avis principal sur le sujet. Ne vous enflammez pas, ouais mais tu dis ça parce que tu préfères, non je m'en fous. Je valide moi les deux pistes de toute façon. Maintenant il y a un choix qui est le choix on va dire de la continuité en termes de profil, en termes d'adaptation au système de jeu, tu connais. Voilà, Zubimendi c'est un peu la continuité de Busquets, sans vouloir, je précise, je vais le préciser plusieurs fois dans la vidéo parce que je pense qu'il y en a qui vont se méprendre sur ce que je veux dire. La continuité de Busquets, ça veut pas dire qu'il faut absolument essayer de chercher le nouveau Busquets, c'est juste en termes de profil, en termes d'adaptation au système, au jeu du Barça, tout ça, c'est une continuité, c'est tout. Ça veut pas dire c'est le nouveau Busquets. Voilà, ça déjà, je vais essayer d'être clair. Je pense qu'on va me le dire quand même dans les commentaires. Je connais un peu l'histoire, mais je vais le répéter tout au long de la vidéo. Donc, Amrabat, c'est évidemment pas du tout le même profil que Zubimendi. C'est un peu un virage, tu vois. C'est pas un virage à 180 degrés non plus, mais c'est un petit virage. C'est un autre chemin qu'on prendrait avec Amrabat. C'est évidemment pas la continuité de ce que pouvait nous montrer Busquets. C'est évidemment pas le même profil, le même style de jeu, tout ça que Busquets ou que Zubimendi, hein, en l'occurrence. Mais c'est un joueur aussi très intéressant, beaucoup de qualité. Peut-être quelques défauts aussi, mais quand même énormément de qualité. Donc moi déjà j'ai une petite préférence pour Zubimendi en termes de profil, en termes de mentalité, en termes d'agressivité plutôt de ce que montre sur un terrain Amrabat, j'aime beaucoup l'énergie qu'il montre sur un terrain, mais en termes de profil, en termes de football pur, je préfère ce que nous montre quand même Zubimendi. C'est mon style, c'est mon choix, c'est comme ça les amis, c'est pour l'amour du football, c'est mon choix. Maintenant il y en a qui préfèrent Amrabat, il y en a qui, voilà, chacun son choix, mais en attendant, moi voilà, c'est pour m'exprimer déjà ma préférence. Je suis honnête, j'essaie d'être honnête. Donc déjà pour commencer, Zubimendi, le surnom c'est un anagramme de Bouzy, de Busquets. Bon voilà, si on devait choisir les joueurs en fonction de ça, on irait quand même pas très loin. Mais bon, non, ça c'est pour la petite vanne. Plus sérieusement, Zubimendi, bah il y a pas mal de points positifs. Déjà, il a 24 ans, donc il est encore très jeune, il a encore le temps d'apprendre et de rentrer dans le moule Barça et de vraiment continuer sa formation, on va dire, dans le sens, c'est pas qu'il a besoin d'être formé, c'est pas non plus un gamin de 17 ans, 18 ans, mais tu vois ce que je veux dire, il peut encore, il a encore une évolution, tu vois, il peut encore évoluer comme un Pokémon, il peut aller encore un peu plus loin dans sa progression, tout ça, il est un peu plus jeune, même si Amrabat évidemment il a que 26 ans, c'est pas encore un joueur vieux en soi. Regardez Frenchie, il vient d'avoir 26 ans aujourd'hui, bon anniversaire à toi Frenchie si tu regardes la vidéo. Ishlebidish, non ça se dit pas comme ça en hollandais, je sais pas comment on dit ça, un truc comme ça, donc je te souhaite un très joyeux anniversaire. Bon j'arrête les conneries. Donc Zubimendi est un peu plus jeune que Amrabat, donc voilà, ça c'est un premier point positif, voilà, même ce n'est pas très important en soi. Donc après c'est le profil, comme je l'ai dit, c'est le choix de la continuité on va dire avec Zubimendi. C'est un profil très espagnol, donc un peu plus peut-être technique, qui connaît parfaitement le jeu de position, qui a l'habitude de jouer. D'ailleurs ça aussi, quand on compare les deux joueurs, il faut vraiment prendre le contexte dans lequel ils évoluent. Évidemment à chaque fois qu'on va aller chercher un joueur, on va dire ce gars-là, regardez comme il est extrêmement fort avec cette équipe. Ouais mais cette équipe, elle ne joue pas comme cette équipe, elle joue pas comme le Barça, tu vois. Donc quand tu vas aller regarder vraiment les qualités d'un joueur, tu vas regarder un joueur, on va dire, il joue à Getafe. Tu vas dire, regardez ce défenseur à Getafe, c'est un monstre. Il passe son temps à tacler, il a d'énormes stats dans les tacles. Et oui, mais Getafe, c'est une équipe qui passe son temps à défendre. Donc Getafe, ils vont pas jouer de la même façon que la Real Sociedad, par exemple. Donc la Real Sociedad, c'est une équipe qui a plus le ballon, qui a plus la possession, donc qui passe moins de temps à défendre. Donc un joueur de Getafe, il va faire plus de tacles qu'un joueur de la Real Sociedad, tu vois, peut-être. Mais ça voudra pas dire que le joueur de la Real Sociedad est moins bon
défensivement que le joueur de Retafe. Tu vois où je veux en venir. Donc en termes de profil, en termes de technique, tout ça, Zubimendi pour moi il s'adapterait un peu mieux. On arrive du coup en termes de profil, en termes d'adaptation à l'équipe. Je pense que Zubimendi aurait quand même moins de problèmes d'adaptation, même si ça veut pas dire qu'Amrabat s'adapterait mal, mais en tout cas l'adaptation, il aurait un peu plus de facilité à s'intégrer vraiment dans l'équipe, mais plus au style de jeu de l'équipe pour moi. Maintenant il y a les problèmes, évidemment les principaux problèmes qui sont peut-être aussi qui font qu'on n'arrivera pas à choper Zubimendi dans tous les cas, c'est que le club déjà de base n'est pas spécialement vendeur, la Real Sociedad n'est pas vendeur, donc en fait s'ils sont pas vendeurs, il va falloir aller payer la clause, et la clause c'est 60 millions, donc ça me paraît déjà très compliqué d'aller payer Zubimendi 60 millions déjà. Ensuite il y a le joueur qui ne veut pas bouger, je pense, voilà, il y a l'envie du joueur de rester encore une année de plus. Évidemment je pense que ça lui poserait pas de problème de signer au Barça dans sa carrière, mais en attendant la Real Sociedad c'est très costaud cette saison, ils sont 4e, donc il y a de très fortes chances que la saison prochaine il joue la Ligue des Champions, et s'il joue la Ligue des Champions, Zubimendi va vouloir jouer la Ligue des Champions avec son club formateur, ce qui est normal, il a l'amour aussi, il a beaucoup d'amour pour son club formateur, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de problème avec ça, mais du coup ça voudrait dire qu'il voudrait jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, donc qu'il voudrait rester au moins une année de plus, et donc il ne veut pas signer au Barça. Xavi c'est son premier choix, c'est absolument lui qui veut, en termes de profil je comprends aussi Xavi, je pense que les deux choix principaux sont ces deux là, mais il a peut-être une petite préférence pour Zubimendi, mais ça va être très compliqué d'aller le chercher je pense, voire impossible. Donc Amrabat maintenant 26 ans, donc c'est encore jeune aussi, rappelons, voilà, comme je l'ai dit, Frenkie qui vient d'avoir 26 ans, donc il est loin d'être au sommet de sa carrière, on va dire, il a encore le temps aussi de progresser, 26 ans c'est très jeune pour un joueur de foot maintenant. On sait que les joueurs de foot, il y en a beaucoup qui disent ouais on va pas aller chercher ce gars, il a 30 ans, il est déjà comme s'il était à la retraite. Enfin, le football a évolué, dans les années 90, 30 ans, t'étais vraiment un grand-père, c'était fini ta carrière, le mec il passait son temps à fumer des clopes à la mi-temps. Oui, mais le football il a un peu évolué, maintenant les joueurs ils peuvent être à un haut niveau, avec un âge plus avancé, peuvent encore être à un gros niveau européen, on le voit avec Gundogan par exemple. Donc après le profil très différent que de celui de Zubimendi, comme je l'ai dit, peut-être qu'il y aurait un problème plus d'adaptation, en tout cas ça veut pas dire qu'il pourrait pas s'adapter au Barça, mais ça veut dire qu'il peut peut-être mettre un peu plus de temps à s'adapter au style de jeu, je pense, parce que quand on regarde le Maroc, c'est une équipe qui tient pas forcément le ballon en soi. Regardez la Coupe du Monde, quand on se base par rapport, alors se baser aussi, ça c'est un truc que je voulais, un message aussi, petit détail, il faut pas se baser aussi, vouloir Amrabat parce qu'on a vu la Coupe du Monde d'Amrabat. La Coupe du Monde c'est très différent, ça veut pas dire qu'Amrabat il joue tout le temps comme il a joué avec le Maroc la Coupe du Monde, tu vois, c'est pas forcément le cas. Maintenant, donc, se baser par rapport à sa Coupe du Monde, c'est un peu trompeur à mon avis. Nous, il faut se baser sur le championnat, sur ce qu'il montre toute la saison, pas ce qu'il a montré pendant un mois à la Coupe du Monde. Regardez, par exemple, juste l'exemple de Messi. Messi avec l'Argentine, Messi avec le PSG. Ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même situation, c'est pas les mêmes joueurs, tout ce que tu veux, je le sais bien. Mais c'est juste un exemple parmi tant d'autres qui te montre que c'est forcément pas la même chose. Regardez Lewandowski, par exemple. Eh oui, il joue avec la Pologne, donc c'est pas évident, mais la Coupe du Monde, il est passé complètement à côté. Ce qui a d'ailleurs détruit sa deuxième partie de saison. Donc les joueurs n'évoluent pas forcément pareil avec leur club qu'avec leur sélection, ça on le sait tous, je pense, c'est assez clair là-dessus. Maintenant avec la Fiorentina, c'est une équipe qui domine un peu plus ses adversaires, qui a un peu plus de possession que le Maroc par exemple. Quand on a vu le Maroc face à l'Espagne, on avait une Espagne avec une possession complètement stérile évidemment, et un Maroc qui passait son temps plus à défendre et à jouer en transition. Et là Amrabat a été monstrueux, il a fait une Coupe du Monde assez monstrueuse là dans ce domaine-là. Est-ce que ce serait différent avec une équipe qui a beaucoup plus la possession? Ça c'est vraiment quelque chose, c'est un doute. Moi personnellement j'ai un peu moins de certitude quant à l'adaptation d'Amrabat avec une équipe qui aurait peut-être 60% du ballon, 60% du temps la balle quoi. Qu'est-ce qu'il ferait avec la balle, tout ça, mais on va en venir après en termes de stats, tout ça, on va montrer que c'est un peu trompeur les stats. Maintenant il y a le côté argent aussi, la Fiorentina apparemment ils en voudraient 40 millions d'Amrabat, c'est 20 millions de moins que Zubimendi, donc c'est un peu plus simple déjà pour le faire venir, et en plus de ça le joueur veut absolument venir au Barça, il veut tout faire pour signer au club, donc déjà c'est une très bonne chose aussi, il y a une volonté de jouer au Barça, et ça c'est déjà bien, tu vois. Si le joueur il a pas spécialement, tu sais, tu fais venir un joueur mais il a pas trop envie de venir à 100%, mais d'un autre côté il a pas envie de laisser passer l'occasion de signer au Barça, alors qu'il y a un joueur qui veut tout faire, tout sacrifier pour venir au Barça, c'est déjà différent en termes de mentalité, d'approche, tu vois, d'arrivée, d'adaptation au club. Il y a le Amrabat, je pense pas qu'il aurait une mauvaise mentalité, tu vois, pour s'adapter, absolument pas, tu vois, c'est pas le style du joueur à mon avis non plus. En plus de ça, on regarde sa valeur marchande, Amrabat, sa valeur elle est de 25 millions, sa cote, donc en soi 40 millions c'est un peu élevé, donc il y a peut-être moyen aussi de négocier un peu le transfert, de négocier le prix un peu à la baisse, et ça serait quand même assez intéressant, j'ai envie de dire. Maintenant, côté un peu mentalité, un peu, tu vois, le côté un peu guerrier, ça c'est vraiment un plus
Amrabat est peut-être moins Zubimendi, même si ça veut pas dire que Zubimendi a une mentalité de merde, hein, concrètement. Mais Amrabat, il a une mentalité de guerrier, et dans l'équipe, on n'a pas beaucoup de joueurs qui ont cette mentalité-là. On peut souligner la mentalité d'Araujo sur le terrain, qui a une mentalité de guerrier. Il y a la mentalité de Gavi aussi. Mentalité plus le jeu qui va avec, l'intensité, l'agressivité que tu mets, quoi. Donc là, on a que ces deux joueurs-là au milieu. Après, évidemment, on peut parler de la mentalité, on va dire, assez agressive ou de guerrier de Rafinha. Mais Rafinha, c'est un attaquant, c'est pas un joueur qui va avant tout récupérer les ballons. C'est un joueur qui va se concentrer plus sur les attaques. Donc, avoir un joueur comme ça, un guerrier au milieu de terrain, ça change aussi quand même beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, quoi, tout simplement. Ça un guerrier en plus, ça ferait pas de mal non plus à l'équipe. Donc, on en vient aux stats un petit peu et au profil des joueurs. On réduit souvent les profils d'Amrabat. Enfin, par exemple, on le réduit souvent à son physique, évidemment, son côté guerrier. C'est ce qui ressort un peu plus. Donc c'est normal qu'on dise, Amrabat, c'est plus un mec qui a un volume de jeu, qui est un guerrier sur le terrain, qui est agressif, qui va tacler, récupérer les ballons, tout ça. Et Zubimendi, vu il joue dans une équipe qui a plus la balle, qu'il est espagnol, qu'il a ce côté un peu plus technique, parce qu'il est plus petit, moins costaud qu'Amrabat, tu vois. Donc on va réduire Zubimendi au côté technique, et on va réduire Amrabat juste au côté guerrier brut sur le terrain, tu vois. Alors que pas du tout. Enfin, pas du tout. C'est forcément leur qualité première, donc on va les ressortir et dire que ces joueurs-là, ils ont uniquement ça, alors que c'est pas vrai. Zubimendi fait aussi énormément de tacles, et récupère quand même... Il fait plus de tacles qu'Amrabat, je crois, et il a un pourcentage de duels aériens assez énorme aussi, alors qu'Amrabat, tu vois, on pourrait réduire que au tacle, comme je l'ai dit, à l'agressivité, tout ça, alors qu'en fait, sa précision de passe, elle est supérieure à Zubimendi. Après, comme je l'ai dit, les stats, pour ça, c'est avant de parler des stats, tout ça, il faut prendre le contexte des stats, évidemment. Ça, je vais le préciser avant, mais c'est assez clair pour moi. Quand on joue dans une équipe qui a le ballon, quand on fait des passes, par exemple, pour les réussites des passes, les ratios de passes réussies, on va voir que Amrabat, il a un bon ratio de passes réussies, et que Zubimendi peut-être un petit peu moins, même si c'est quand même assez bon. Tout dépend des passes que tu vas faire. Si tu prends des risques dans tes passes, tu auras forcément des risques que tes passes soient moins réussies. C'est logique. Tu vas faire plus de jeux longs, plus de passes qui vont casser des lignes, plus de passes un peu dangereuses, risquées, tu as plus de chances que ta passe soit ratée. Je dis pas que c'est le cas d'Amrabat, évidemment, mais si tu fais une passe à côté de toi, à un gars qui est à 2 mètres de toi, pas risqué, tu vas avoir plus de réussite dans tes passes. Donc évidemment, il faut voir le contexte tout autour de ça, et si on lit juste les stats bêtement, ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Donc déjà, je vais vous afficher les heatmaps des deux joueurs. Donc on a des heatmaps assez similaires. Donc à gauche, on voit la heatmap de Zubimendi, et à droite, celle d'Amrabat. C'est donc des heatmaps assez similaires. J'ai l'impression que Zubimendi il couvre un terrain un peu plus important, une zone un peu plus importante sur le terrain. On pourrait se dire que Zubi, il va se concentrer au milieu de terrain et plus distribuer, mais on voit quand même qu'il a pas mal de zones. Les zones les plus rouges foncées, donc c'est les zones où le joueur se trouve le plus. Là où il travaille le plus, et donc on voit clairement qu'en fait c'est assez similaire, hein. Ça c'est en championnat uniquement, hein, évidemment, donc c'est assez similaire pour les deux joueurs. On voit qu'Amrabat quand même a une zone un peu plus délimitée, vraiment au milieu de terrain. On voit que Zubimendi, il est des fois plus avancé et des fois plus bas, donc ce qui correspond avec le profil du joueur. C'est-à-dire, je vais expliquer la heatmap aussi, c'est que quand on voit Zubimendi qui a une zone de travail peut-être un peu plus basse sur le terrain, on va comparer avec Busquets. Quand Busquets descend en défense pour ressortir les ballons, pour faciliter les sorties de balles, on voit que Zubimendi, il peut le faire aussi, et c'est ce qu'il fait avec la Real Sociedad. Donc c'est normal que sa heatmap soit aussi un peu plus basse sur le terrain qu'Amrabat, par exemple. Et on le voit aussi que sa heatmap, elle est plus haute, peut-être aussi sur le terrain, un peu plus qu'Amrabat, peut-être, et encore c'est pas vraiment sûr. Mais c'est aussi parce que la Real Sociedad peut-être a un bloc plus haut que la Fiorentina. Ça peut s'expliquer aussi. Parce que des fois, on va voir si Amrabat, par exemple, il avait une zone beaucoup plus basse et Zubimendi beaucoup plus haute, ça aurait été aussi logique, parce que la Fiorentina, peut-être, comme je l'ai dit, elle a un bloc peut-être moins haut que la Real Sociedad. C'est comme comparer la Fiorentina avec le Maroc. Je pense que Amrabat, il aurait une zone de travail un peu plus basse, on va dire, peut-être un bloc un peu plus bas que la Fiorentina. Maintenant, côté stats de passes et de tacle, donc on voit que Zubimendi, il a fait 2 passes décisives, alors que Amrabat, il en a pas fait. Bon, ça c'est un détail en soi, c'est pas ce qu'on demande en premier à ces joueurs-là. On voit que Zubimendi touche un peu moins de ballons dans son équipe, alors que 60 ballons en moyenne touchés par match, 74, quasiment 75 pour Amrabat. Bon, ça c'est des détails, encore une fois, que je le précise. Les stats, tout dépend dans quelle équipe tu joues et dans quel championnat tu joues, tout peut changer en fait. Les grosses chances créées, donc 2 pour Zubimendi, 1 pour Amrabat. On voit que les passes clés, Amrabat il est au-dessus, et après c'est la précision des passes qui va nous intéresser. En moyenne, le pourcentage de passes réussies donc par match,
c'est Amrabat qui est devant. Donc avec 93% de réussite de passe, qui est assez quand même monstrueux. Et il tente en plus de ça, plus de passes, en tout cas il en fait plus que Zubimendi. Il va faire quasiment 62 passes par match, et Zubimendi 42 passes par match. Donc il en fait 20 passes de plus. Après, comme je l'ai dit, les réussites des passes, c'est en fonction des prises de risque. Si Amrabat fait des passes beaucoup plus simples, c'est normal qu'il en réussisse plus. Donc ça, c'est une stat à voir en fonction du contexte. Après, il y a les précisions des passes dans sa propre moitié de terrain et dans la moitié de terrain adverse. Et on peut voir d'ailleurs que dans la moitié de terrain adverse, Amrabat, il a quand même un énorme ratio de passes réussies. 88% de précision de passes dans la moitié de terrain adverse, c'est quand même costaud. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait s'attendre à ce que Amrabat soit uniquement le destructeur, le gars qui vient tacler, tout ça. Et en fait, quand on voit les passes, en termes de passes, après à voir les passes, comme je l'ai dit, si elles sont risquées ou pas. Mais Amrabat, c'est quand même un joueur qui perd très peu de ballons et un joueur assez propre sur le terrain. En termes de jeu long aussi, long ballon, on pourrait dire que ça, c'est des prises de risque sur les longs ballons. On voit que Amrabat, il a 80% de passes réussi sur les longs ballons, 6 passes par match, contre 57% réussi pour Zubimendi et 2,2 longs ballons par match. Après, en termes défensifs, vraiment les tacles, tout ça, on a interception par match, on est à une interception en moyenne par match chacun, c'est correct. Tacle par match, 1,5 en moyenne de tacle pour Amrabat, 1,7 en moyenne pour Zubimendi. Possession gagnée, 0,5 par match donc pour Zubimendi, 0,4 pour Amrabat, donc c'est assez proche quand même. La stat aussi, dribblé par match, le nombre de fois où le joueur a été dribblé, donc 0,6 pour Amrabat, 0,5 pour Zubimendi, c'est encore très proche aussi. Les dégagements par match, 0,5 pour Amrabat, 1,5 pour Zubimendi, et après il y a les erreurs aussi qui amènent des tirs ou des buts, ou alors des pénaltys commis, 0 pour Amrabat, et deux erreurs qui mènent à un tir, une erreur qui mène à un but, et un pénalty commis pour Zubimendi. Donc en termes de défense pure, on voit que Zubimendi est légèrement au-dessus, c'est très léger, mais légèrement au-dessus d'Amrabat, alors que en termes de passes, on voit qu'Amrabat, il est au-dessus de Zubimendi. Donc si je vous avais dit, bah cette stat-là, c'est pour Zubimendi et cette stat-là, c'est pour Amrabat, vous m'auriez dit, c'est logique. Alors que quand on regarde les stats, du coup, on inverse totalement les deux profils, tu vois. C'est assez spécial. Quand on regarde les stats, c'est pour vous montrer à quel point on se fait des idées sur certains joueurs, alors que quand on regarde les stats de plus près, eh ben en fait, c'est bien différent la réalité. Donc maintenant, on va regarder les stats, les autres stats un petit peu de plus près, les dribbles et les duels réussis. Surtout les duels, c'est ça le plus important, mais les dribbles, bon, on voit que Amrabat quand même réussit plus de dribbles que Zubimendi, ce qui est aussi quelque chose qui pourrait être étonnant. 75% de réussite de dribble pour Amrabat contre 50% pour Zubimendi. Donc quand on dit que Zubimendi est quelqu'un de plus technique, bah là aussi c'est un peu étonnant. Mais ce qui est le plus étonnant, donc comme je le disais, c'est les duels réussis. On a 49% de duels réussis pour Amrabat contre 57% pour Zubimendi, donc c'est quelque chose que je trouve moi-même très étonnant, mais bon bref. Après il y a les duels aériens, donc 46% de duels aériens réussis pour Amrabat, donc 0,4 duels aériens réussis par match, contre 67% et presque 2 duels aériens réussis pour Zubimendi, donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. On pourrait dire aussi que vu les équipes et vu le championnat aussi dans lequel évolue chacun des deux joueurs, bah peut-être que les duels sont plus simples en Espagne, je ne sais pas, hein, question qu'on peut se poser, mais en Italie peut-être le jeu est un peu plus rude, un peu plus agressif, un peu plus, tu vois, un peu plus physique, donc que les duels sont plus compliqués à réussir, je ne sais pas, mais voilà, c'est quand même assez étonnant, je trouve, ce genre de stats. C'est assez bizarre parce qu'on voit que les stats en fait elles sont inversées en fonction des joueurs, quoi. C'est assez bizarre parce qu'on se dit, Amrabat il va être plus puissant, il va réussir plus de duels, il va réussir plus de tacles, il va être meilleur défensivement mais moins bon dans la passe. Et en fait quand on regarde les stats, on voit qu'Amrabat il est très bon dans la passe et Zubimendi est meilleur dans les duels et dans les tacles. Donc comme je l'ai dit, finalement on peut pas vraiment se baser par rapport au profil comme ça, on peut pas se baser non plus uniquement par rapport aux stats parce que comme je l'ai dit, ça dépend de l'équipe dans laquelle tu joues, le championnat dans lequel tu évolues. On regarde Kessié, on voit que c'était un des meilleurs joueurs de Serie A la saison dernière. On se dit il va venir au Barça, ça va être un mec qui va aussi être bon. Je sais bien que la situation elle est totalement différente, que le joueur peut-être
peut-être n'a pas pu s'exprimer comme il le fallait, mais moi je l'avais dit, en termes de profil, Kessié c'était un joueur qui jouait pas dans une équipe qui ressemblait à celle du Barça en termes de jeu, tu vois. Donc c'est compliqué pour le joueur après de s'adapter. Maintenant, Amrabat ou Zubimendi, quand on regarde les deux profils, en tout cas les deux équipes dans lesquelles ils évoluent, on sait que Zubimendi, il aura peut-être moins de mal à s'adapter au jeu, tu vois. Donc comme je l'ai dit, les deux joueurs pour moi sont validés. Certains, je sais, vont me dire il faut pas chercher le nouveau Busquets. C'est pas ce que j'essaie de faire avec Zubimendi. C'est juste une question de continuité en termes de profil, en termes de système de jeu. C'est tout. Maintenant, l'arrivée d'Amrabat ferait énormément de bien, comme je l'ai dit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui préfère Amrabat. Ça se joue. Je pense que c'est du 50-50. Il y a quand même beaucoup de gens qui suivent un petit peu la Real Sociedad, peut-être le championnat espagnol, le foot espagnol, et qui se disent que Zubimendi, ça serait peut-être une meilleure idée en termes de profil. Il y en a qui disent que il faut aller chercher Amrabat absolument, qui est ce côté un petit peu guerrier, et que comme je l'ai démontré, il y a ce côté aussi technique et très propre, on va dire, dans le jeu d'Amrabat, qui peut aussi faire du bien esthétique et qui pourrait très bien s'adapter au Barça, tout simplement. Donc je vous souhaite une agréable fin de journée. On se retrouve demain pour l'avant-match contre l'Espagnol de Barcelone. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.